Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à prendre place. Nous allons débuter notre journée. Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est parti, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux à cette journée, 7e journée régionale des droits des usagers de la santé, dans ce très bel amphithéâtre La Boisselle de Mégacité à Amiens. Une journée organisée donc par la CRSA, la Commission Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en collaboration avec la Commission spécialisée prévention, avec le soutien de l'ARS. Le thème choisi cette année, vous le voyez écrit en grand derrière moi, la prévention en santé, c'est d'abord notre affaire. Un thème qui en dit long, un thème très attendu. Et vous le verrez, la prévention, c'est au fil de la vie, tout au long de la vie. Au fil de cette journée, cette 7e journée, plusieurs tables rondes et temps forts vont faire émerger les initiatives et des actions plus que concrètes, vous allez le constater, dans ce domaine. Mais avant cela, je vais laisser la parole à 3 premiers intervenants pour ouvrir cette journée. Il y a le docteur Martine Lefebvre-Yvan, qui est présidente de la CRSA. Elle est avec nous en vidéo. On regarde, on l'écoute. Bonjour. En 2022, la journée régionale du droit des usagers de la santé des Hauts-de-France nous avait permis de discuter des avancées du numérique dans le champ de la santé. Mon mode d'intervention de ce jour en est une preuve. Je me réjouissais de vous retrouver toutes et toutes ce matin pour la journée 2023. Mais les professionnels de la santé sont aussi des usagers potentiels. Et comme le disait il y a quelques jours un kinésithérapeute, il faut savoir écouter son corps. Et si je ne puis être parmi vous aujourd'hui, c'est parce que mon dos a déposé une motion de censure. Cette journée est la 7e dans les Hauts-de-France. La première a été initiée en 2016 par la CRSA Picardie. Le professeur Canarelli et les membres de la CRSA de l'époque peuvent être fiers de cette très belle initiative. À noter que le 18 avril, il y aura une journée européenne. Je me réjouissais aussi beaucoup du thème retenu. Retenu conjointement, il faut le dire, par la commission des usagers et la commission prévention. Mon cordial souvenir à Madame Trept et à Monsieur Brozowski, plus qu'actif président de ces commissions, et un petit bonjour aussi à Olivier Doctin et Lydie Leroy qui les secondent. Ceux qui me connaissent savent que la prévention est pour moi un combat de plusieurs décennies. D'ailleurs, dès 2018, ce fut le thème d'une journée scientifique de la Fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale que j'ai le bonheur de présider. Et nous étions très nombreux à nous interroger sur la prévention. La prévention, pour moi, ça passe par une initiation dès l'école primaire. C'est une vraie grammaire de la santé qu'il faut imaginer afin de prévenir l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, de nombreux cancers, bref, toutes ces maladies qui accélèrent l'arrivée, pourtant différable, de la fin de vie. Mais cette grammaire n'est pas et ne doit pas être le fait exclusif de l'éducation nationale. Ce peut être par exemple celle des associations de parents d'élèves. Je l'ai vécu il y a plusieurs décennies alors que mon fils était en CP. Avec 2 adultes, parents, grands-parents, nous faisions 2 fois par mois des ateliers ludiques pour une alimentation saine. Et nous avions constaté au bout de 2 ans la disparition des barres chocolatées ou des chips avec le Coca-Cola pour le goûter. Car c'est à cet âge-là qu'il faut semer les graines. Après, déjà au collège, on commence la révolte, c'est tout à fait normal, mais les graines auront été semées. La prévention, c'est aussi parfois la déstigmatisation de certaines pathologies. Je rappelle qu'il faut à peu près 7 ans aujourd'hui en France entre les premiers symptômes d'une schizophrénie et le diagnostic. Pourquoi aujourd'hui en France, le suicide reste-t-il encore la première cause de mortalité chez la femme en période périnatale? On commence à en parler. Les femmes commencent à avoir moins de honte. On en a parlé dans Femina. Il y a eu un livre qui est sorti. Faut-il rappeler aussi que certains handicaps
sont aussi stigmatisants et expliquent un accès tardif aux soins. La prévention, c'est aussi casser le refus de participer aux campagnes de dépistage, souvent par peur de ce qu'on risque de trouver. Et là aussi, une paire aidance est un plus. Eh oui, j'ai eu un cancer, mais je suis toujours là et je vais vous aider. Je n'irai pas plus loin, mais je voudrais remercier toutes les équipes de l'ARS dédiées à la démocratie sanitaire. Je ne parlerai que des Hauts-de-France, parce qu'elles ne comptent pas leurs heures, et cela pour nous. Je vais céder la parole à M. Gilardi, que je remercie aussi très fort, comme dirait ma petite fille, d'avoir dit récemment que les Hauts-de-France étaient terre d'innovation. Et c'est vrai, là c'est aussi un vieux combat pour moi. Bonne journée. On peut applaudir Bonjour. la présidente de la En CRSA 2022, qui était avec nous donc avec ce message vidéo. Merci à tous ceux qui nous rejoignent encore maintenant, mais la salle va être archi-comble. Alors, ce n'est pas Hugo Gilardi qui nous rejoint maintenant en personne, c'est Jean-Christophe Corlet. On peut l'applaudir, le directeur général adjoint de l'ARS Hauts-de-France, au pupitre. Bonjour à toutes et tous. Oui, non, ce n'est pas Hugo Gilardi, je vous le confirme. J'ai pris d'ailleurs de l'excuser, il ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin. Et il m'a, et c'est très agréable pour moi, confié le soin de dire un petit mot à l'ouverture de cette journée. Cher docteur Martine Lefebvre, chère Madame Trett, cher Monsieur Frédéric Brozowski, cher professeur Maxime Dignan, Mesdames et Messieurs, les intervenants aux différentes tables rondes et au forum de ce midi, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements et services du secteur sanitaire, médico-social, des collectivités territoriales, et surtout, Mesdames et Messieurs, les usagers, représentants d'usagers, à qui cette journée est dédiée. Vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai à ouvrir cette journée qui est la septième édition régionale de la journée des usagers et qui fait effectivement écho à la journée européenne dédiée aux droits des patients. C'est l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs de santé autour de la thématique des droits des usagers, de développer une culture commune, de partager des bonnes pratiques qui sont dans ce domaine, et puis effectivement, Martine Lefebvre l'a rappelé, il est important d'être une terre d'innovation, c'est l'occasion aussi de faire connaître les initiatives innovantes qui sont présentes sur notre territoire. Cette journée, c'est surtout une journée à un temps fort de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. C'est pour moi l'occasion de remercier ses membres, sa présidence, pour tous les échanges qui sont nombreux et que nous partageons donc avec la CRSA et qui témoignent aussi de la qualité des travaux que nous développons ensemble. Cette journée, d'ailleurs, est un excellent exemple. Cette année, vous êtes normalement 350 personnes inscrites et donc 350 présentes dans la salle. Je ne suis pas certain que tout le monde soit encore arrivé. Il y a effectivement quelques difficultés peut-être pour nous rejoindre, difficultés liées à l'actualité sociale, législative et peut-être constitutionnelle. Nous attendrons donc demain. À l'ARS, nous sommes très très fiers de cette forte dynamique, notamment associative, présente dans tous les territoires de la région. C'est à travers ces mouvements nationaux, régionaux et parfois locaux que la représentation des usagers est activée. Après une édition 2022, comme l'a rappelé Martine Lefebvre, sur le numérique en santé, je félicite moi aussi la commission spécialisée des droits d'usagers et la commission spécialisée prévention de la CRSA d'avoir ensemble construit cette journée sur le thème de la prévention. Je salue les deux présidents de ces deux commissions, Christine Trett et Frédéric Brozowski, que vous retrouverez tout à l'heure sur scène cet après-midi. Depuis une quinzaine d'années, la place du citoyen usager dans les politiques publiques de santé s'est considérablement développée à travers l'émergence et le renforcement d'une mobilisation associative, mais aussi d'une demande très forte des citoyens d'être mieux associés, davantage associés aux décisions publiques et de bénéficier de services publics plus performants, de proximité et qui répondent à leurs attentes.
Alors cette année, ce n'est pas n'importe quelle année, puisque c'est l'année de la révision du projet régional de santé. Et le développement de la prévention, la place de la prévention fait partie clairement des priorités de la stratégie régionale. Le travail commun de ces deux commissions doit nous permettre de renforcer la place du usager dans la prévention en santé. En effet, comme le signale le titre de cette journée, la prévention en santé, c'est d'abord notre affaire. Alors oui, c'est l'affaire sans doute de spécialistes, nous en entendrons d'ailleurs, je pense, un certain nombre cette journée, mais c'est d'abord l'affaire de vous, les usagers, force de proposition, force de conviction auprès de nous tous, du monde des élus aussi, des administrations. Alors, Amandine de Jancourt, une spécialiste, aura l'occasion, lors de la première table ronde de cette journée, d'évoquer notre stratégie régionale à l'Agence régionale de santé. Mais j'insiste, nous devons écouter la voix des usagers et prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations. Les usagers en santé ont des droits individuels et collectifs qui doivent être respectés et surtout connus de tous. Peut-être quelques questions à poser qui traverseront cette journée et qui peuvent peut-être nourrir quelques réflexions. Comment les usagers des Hauts-de-France peuvent mieux connaître les actions de prévention dont ils peuvent bénéficier? On sort d'un travail de terrain important avec le CNR Santé. S'il y a une des choses à retenir, c'est la difficulté à faire connaître les dispositifs, parfois auprès des professionnels de santé eux-mêmes, mais aussi et surtout, effectivement, des usagers, des citoyens usagers. Comment les usagers peuvent être acteurs de leur parcours de prévention via un certain nombre de dispositifs, d'outils, Mon Espace Santé, de recommandations ciblées de l'assurance maladie? Est-il obligé de se soumettre à des actions de prévention, de dépistage, de vaccination? J'ouvre le champ. Certains y ont répondu. Des droits collectifs, comment les usagers sont représentés dans les instances de santé publique qui définissent la politique de prévention. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner tout ce travail fait par les représentants des usagers, notamment dans les différents conseils d'administration, conseils de surveillance des établissements sanitaires et médico-sociaux, par exemple, toute l'année. Et puis, comment les usagers peuvent prendre une part active dans les actions de prévention pour les autres, les sujets autour de la santé communautaire, du rôle de médiateur pair, du patient expert. Au cours de cette journée, nous allons explorer les droits des usagers en prévention et les moyens pour les mettre en pratique. Les échanges des 3 tables rondes aborderont alors la prévention tout au long de la vie, en action et par les usagers. L'innovation, la diffusion des bonnes pratiques sont au cœur de cette journée, donc avec ces tables rondes, et des temps d'échange autour de stands, notamment à l'heure du déjeuner. J'espère que cette journée vous apportera un partage d'expériences précieux. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Christophe Canler. Effectivement, la parole maintenant est donnée au professeur Maxime Gignon. Bienvenue, on peut l'applaudir également. Médecin, coordonnateur du pôle santé publique, prévention au CHU Amiens-Picardie. Alors, professeur, est-ce que la crise sanitaire a été source de... Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur la prévention notamment? C'est une excellente question. Alors déjà, bonjour à tous. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que cette crise sanitaire, en tout cas moi en tant que médecin, praticien de santé publique, de prévention, elle m'interroge énormément. Elle m'interroge énormément parce qu'on n'a jamais parlé autant de prévention que pendant ces derniers mois, ces dernières années. Et pour cause, face à ce virus nouveau, émergent, nous n'avions que la prévention pour nous défendre. Pas de traitement au début, pas de vaccin. Et donc on a dû se prévenir, éviter de tomber malade. Et au final, j'ai envie de dire qu'on a plutôt réussi, mais à quel prix? Parce que la prévention que nous avons mis en place pour se prémunir de ce Covid, et j'ai été un acteur, moi, à mon échelle dans mon établissement, et encore aujourd'hui, je ne regrette pas les choix que nous avons faits, pour se prévenir de cette maladie de Covid. Pour autant, on a eu des patients qui avaient des pathologies chroniques, qui ont eu du retard dans la prise en charge. Ça a un impact en termes de santé. On a eu des personnes qui auraient dû être dépistées,
Et on a aussi eu un impact en termes de retard sur les dépistages, notamment des cancers. Et évidemment, ça a eu un impact. Cette crise a eu un impact sur la santé mentale. On l'a vu sur l'ensemble de la population, particulièrement chez les jeunes et les étudiants. On en paye encore aujourd'hui le prix. Est-ce que c'est lié à nos choix de prévention, notamment le confinement, le port du masque, etc. Est-ce que c'est lié à une crise? Je rappelle quand même que c'était une crise exceptionnelle, sanitaire, et donc évidemment je n'en tire aucun. Il est donc important de trouver cet équilibre, cette balance entre les bénéfices et les risques que nos choix, y compris en termes de prévention, peuvent avoir sur d'autres parties de la santé et ou de la population. Et donc, je me pose beaucoup de questions et je suis très heureux de participer à cette journée sur les droits des usagers pour échanger ensemble autour de ces questions, parce qu'en effet, la prévention, c'est l'affaire de chacun de nous, en tant qu'acteur, en tant que citoyen, en tant qu'usager. Et donc, je suis très intéressé par l'échange que nous allons avoir dans les tables rondes, mais aussi de manière informelle, autour d'un café, autour du repas. Et je pense que ça va être extrêmement riche d'enseignements pour chacun. En matière de prévention, l'intérêt de la prévention, c'est de préserver la santé. La santé, j'aime bien rappeler à mes étudiants, j'en ai croisé quelques-uns dans la salle, cette définition de l'OMS qui est quand même extrêmement globale, état de complet bien-être, tant physique, psychique que social. Quand on regarde les indicateurs de santé dans une région comme la nôtre, on mesure à quel point, nous avons des indicateurs qui sont parfois particulièrement préoccupants, et quand on regarde les déterminants, on mesure l'importance des déterminants sociaux, économiques, éducatifs, qui ont un impact direct sur la santé. La santé et le social sont extrêmement liés, et notre région en est un exemple important. Pourtant, le droit à la santé, il est fondamental. Monsieur le directeur a rappelé les principes constitutionnels, et le droit de la santé, il est dans ce qu'on appelle notre bloc de constitutionnalité. C'est le droit le plus puissant en France. C'est l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit à tous la protection de la santé. Alors ce droit, il est très important parce que le Conseil constitutionnel, en pleine actualité, a déjà eu à se prononcer en faveur du droit à la protection de la santé contre d'autres droits fondamentaux. La liberté de manifester. C'était dans le cas d'une grève dans les centrales nucléaires. Le Conseil constitutionnel a dit non. La santé, la protection, la sécurité sanitaire est plus importante que le droit à manifester. On va donc limiter le droit à manifester dans ce secteur pour pouvoir préserver la santé. Ça a été le cas également quand les cigarettiers ont réclamé de pouvoir faire de la publicité pour le tabac, etc. Le Conseil constitutionnel dit non, la préservation de la santé est plus important que le droit au libre-échange et à l'économie. Donc on a un droit qui est très important, et pourtant, pour le mettre en pratique, le rendre effectif au quotidien, parfois le chemin est long. Le chemin est long parce que quand on fait de la prévention, et on l'a vu aussi au cours de la crise sanitaire, on cible des populations. J'utilise ici le terme ciblé à dessein, pourtant ce n'est pas dans mon vocabulaire habituellement, mais souvent on cible des populations au risque de les discriminer, de les ostraciser. Et pourtant, avec un principe, je vais dire, bienfaiteur de prévention, on se retrouve parfois à avoir des actions vraiment contre-productives. Donc la pratique de la prévention est quelque chose de particulièrement complexe et qui amène en effet que chacun d'entre nous, en tant qu'usager, en tant que citoyen, on s'interroge sur ce que nous souhaitons faire comme choix en matière de prévention. Obtenir le meilleur état de santé possible pour chacun d'entre nous, c'est agir sur nos comportements, et ça peut être en effet discriminant et ostracisant. Si on vous dit qu'il faut arrêter de boire, de fumer, arrêter de manger votre charcuterie préférée pour votre santé, c'est bien gentil, mais je m'attaque à vous individuellement, à vos choix, à vos valeurs, à vos préférences. Ce n'est pas forcément très efficace, en tout cas c'est ce que montrent les études. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi une action systémique sur les environnements, sur nos politiques, et sur nos politiques pas uniquement sanitaires. Quand on parle actuellement, on n'a jamais parlé autant aussi de qualité de vie au travail. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de taux de burn-out, d'épuisement professionnel actuellement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut aussi s'attaquer aux causes systémiques, qui sont parfois en dehors du champ, on va dire, d'intervention purement sanitaire. Et donc, ça nous amène à penser de la santé dans toutes nos politiques. Nos politiques de transport. La santé environnementale est un enjeu majeur. On a chaque année des personnes insuffisants respiratoires qui décompensent en raison de pics de pollution atmosphérique dans notre région. Il y a des travaux de recherche régionaux qui vont dans ce sens. Si on n'interroge pas nos politiques de déplacement et son impact sur l'environnement, on risque en effet de passer à côté des causes
qui nous permettraient de pouvoir agir réellement en matière de prévention. Alors quand on s'intéresse à la santé dans toutes les politiques, on se dit, bon voilà, on va devoir s'attaquer aux automobilistes, à notre politique de transport par exemple, qui polluent, qui émettent des particules fines et qui ont des conséquences sur la santé. On va devoir s'attaquer à notre modèle agricole également. Or, je pense que, quand j'utilise le terme « attaquer », on se trompe. Et dans une société qui est souvent clivée, clivante, de plus en plus dans l'opposition, dans la confrontation, je pense que c'est un drame pour ceux qui veulent œuvrer pour la santé et pour la prévention. Pour ma part, je parlerais plutôt d'alliance intersectorielle. Et c'est là où je reviens sur la santé dans toutes nos politiques. Je pense que c'est important que l'on puisse se poser à chaque fois que l'on fait des choix en matière de transport, en matière d'éducation, en matière de commerce, de pouvoir se poser la question, est-ce que ce que l'on fait comme choix est compatible avec la santé de la population? Et ça, c'est un vrai travail de citoyen, parce que, je suis désolé, ne voyez ici aucun parti pris partisan, mais c'est de la politique, au sens où nous devons ensemble, en citoyens, finalement, choisir nos choix collectifs. Est-ce que la santé est au cœur de nos préoccupations? Et c'est vraiment sur ces leviers, me semble-t-il, qu'il faut que l'on avance désormais. Pouvoir faire le choix de la prévention, c'est certes travailler sur nos comportements, c'est informer, c'est éduquer la population, mais c'est aussi faire des choix qui nous permettent d'améliorer nos environnements de travail, éducatifs, nos environnements de vie. J'aimerais rappeler que le gain d'espérance de vie au cours du XXe siècle, c'est essentiellement l'amélioration du cadre de vie. C'est le tout à l'égout, notamment, c'est la lutte contre le logement insalubre, beaucoup plus que les premières mondiales médicales, etc. Donc on a un véritable enjeu ensemble, et je pense que la qualité des intervenants dans les tables rondes, la qualité des participants et des échanges informels que nous pourrons avoir vont nous permettre de cheminer ensemble sur comment, parce que ce n'est pas simple, comment nous pouvons ensemble améliorer la santé par la prévention. Merci. Merci, professeur. Restez avec moi, s'il vous plaît, car vous l'avez accepté, vous êtes notre grand témoin, notre fil rouge. Merci infiniment déjà pour ce préambule, plus qu'un préambule, une conférence déjà intéressante qui va semer les jalons de ce qui va être dit au fil de ces tables rondes.